Pendant si longues années, son univers s'est limité au mur silencieux et opulent d'un Penthouse, à s'occuper d'un homme emmuré dans son propre corps. Élise Lefebvre, une serveuse aux mains calleuses et au cœur résili, a consacré sa vie à l'âme brisée d'Adrien Delaroche, un milliardaire paralysé par la tragédie et l'amertume. Elle a enduré sa rage, apaisé ses cauchemars et est devenue son unique ancre dans un monde qu'il avait oublié. Mais lorsque le jour des miracles est arrivé et qu'Adrien a fait ses premiers pas, il ne l'a pas récompensé par de la gratitude. Il lui a infligé un coup si cruel, si public, qu'il était conçu pour la briser complètement. Ceci est l'histoire d'un sacrifice qui a été accueilli par un acte de trahison impensable et une vérité finale que personne n'avait vu venir. L'annonce dans le journal était d'une simplicité trompeuse. Aide-soignante recherchée. Poste logé. Excellente rémunération. Discrétion essentielle. Pour Élise Lefebvre, les poignets plongés dans l'eau savonneuse du café de l'Aube, excellente rémunération étaient les deux plus beaux mots de la langue française. Il murmurait une issue, une porte de sortie pour échapper à la montagne de factures médicales de sa défunte mère, à son appartement exigu et plein de courants d'air, et au cycle sans fin des services doubles qui lui laissaient les os endoloris et les rêves en suspens. À 24 ans, la vie d'Élise était une étude en nuances de gris. Sa seule touche de couleur était un livre de cuisine usé, ses pages ramollies par la farine et tachées de vanille, une relique de son rêve d'ouvrir un jour une petite pâtisserie. Mais les pâtisseries se construisent sur du capital, pas sur des rêves. Alors, elle servait des cafés et essuyait les comptoirs, son sourire s'estompant un peu plus chaque année. L'adresse de l'annonce ne la mena pas à une maison de banlieue ou à un établissement de soins tranquille, mais à la tour de la Roche, un gratte-ciel qui perçait les nuages, un monument de verre et d'acier qui semblait se moquer de la ville crasseuse en contrebas. L'entretien fut mené par une femme nommée Geneviève de la Roche, une vision d'angle vif et de Chanel, dont le sourire n'atteignait jamais tout à fait ses yeux froids et calculateurs. Elle était la sœur d'Adrien de la Roche. « Mon frère a eu un accident », expliqua Geneviève, sa voix aussi lisse et dure que du marbre poli. « Un accident de voiture il y a 2 ans. Il était fougueux. Il conduisait trop vite. Il y eut une lueur de quelque chose dans ses yeux. Pas de la tristesse, mais une sorte d'impatience rancunière. Il est resté paraplégique. Son caractère est difficile. Nous avons eu 12 aides-soignantes en 2 ans. Elle manque de courage. » Élise, qui avait un jour dissuadé un ivrogne armé d'un couteau de voler le café avec rien de plus qu'une voix calme et une part de tarte tatin gratuite, hocha simplement la tête. « J'ai du courage. » Les lèvres de Geneviève se crispèrent. Les besoins de M. de la Roche sont considérables. Assistance physique, gestion des médicaments, préparation des repas. Mais plus que cela, vous devrez tolérer ses humeurs. Il n'est plus l'homme qu'il était. Il peut être venimeux. Le Penthouse était à couper le souffle. Il occupait tout le dernier étage, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur un monde qu'Adrien de la Roche pouvait voir mais jamais toucher. Pourtant, l'opulence semblait stérile, un musée d'une vie qui était terminée. Des œuvres d'art inestimables étaient accrochées au mur, mais l'air était imprégné d'une odeur d'antiseptique et de désespoir. C'était une cage dorée, et en son centre se tenait son prisonnier plein de ressentiment. Adrien de la Roche avait 32 ans, mais en paraissait 10 de plus. Il était affalé dans un fauteuil roulant ultramoderne, une couverture en cachemire drapée sur ses jambes inutiles. Son visage, que les tabloïds avaient autrefois décrit comme fatalement beau, était maintenant décharné, encadré de cheveux sombres en désordre et ombragé par un froncement de sourcils permanent. Ses yeux, d'un bleu étonnamment intense, étaient remplis d'une rage brûlante et impuissante. Il regarda Élise s'approcher avec l'immobilité prédatrice d'un loup. Encore une autre, grinça-t-il, sa voix rauque à force de ne pas servir. Ma chère sœur vous a-t-elle parlé du taux de renouvellement, ou a-t-elle simplement agité le chéquier en espérant que ça suffise? Élise s'arrêta à une distance respectable. Elle m'a dit que le poste était difficile. Il eut un rire bref et amer. Difficile. C'est le mot de ma sœur pour impossible. Quelle est votre histoire, la serveuse? Désespérée? En fuite? Elles sont toujours l'un ou l'autre. Il désigna la fenêtre d'un mouvement de menton. Elles viennent toutes ici en pensant qu'elles peuvent me réparer. Elles jacassent sur la pensée positive et la beauté du lever de soleil. Elles ne durent pas. La vue devient vieille, et moi aussi. Le regard d'Élise était stable. Elle ne regarda pas son fauteuil. Elle le regarda, lui. Je m'appelle Élise Lefebvre. Je suis ici pour faire un travail, M. de la Roche. Je ne m'attends pas à ce que ce soit facile. J'attends juste d'être traité avec une décence humaine élémentaire. Il la fixa pendant un long moment, une lueur de surprise dans son regard glacial. Il était habitué à la peur, ou pire, à la pitié. Il n'était pas habitué à ce qu'on s'adresse à lui comme à un égal.
Il prit un lourd livre relié en cuir sur la table à côté de lui et, d'un mouvement soudain et violent, le lança contre le mur à quelques centimètres de sa tête. Il frappa avec un bruit sourd et écœurant, les pages s'ouvrant en éventail avant qu'il ne s'écrase sur le sol. Élise ne tressaillit pas. Elle ne sursauta pas. Elle regarda simplement le livre tomber, puis se pencha lentement, le ramassa et en redressa les pages. Elle le reposa sur la table. « Ce n'était pas décent, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Je vous prie de ne pas recommencer. » Pour la première fois en 2 ans, Adrien de la Roche resta silencieux. Il ne vit aucune peur dans ses yeux, seulement une résolution lasse qui semblait correspondre à la sienne. Il la détesta pour ça. Il la détesta de ne pas être fragile. Il tourna brusquement son fauteuil, se dirigeant vers la vaste baie vitrée. « Sortez. Préparez mon dîner et ne m'adressez la parole que si je vous y autorise. » Alors qu'Élise se dirigeait vers la cuisine, une étendue étincelante d'acier inoxydable qui n'avait probablement jamais servi, elle sentit le poids de sa décision s'abattre sur elle. Ce n'était pas juste un travail. C'était une bataille de volonté, une guerre quotidienne à mener contre le fantôme de l'homme qu'Adrien de la Roche avait été. L'argent allait changer sa vie, oui, mais alors qu'elle se tenait là, seule dans le silence caverneux du Pentouze, elle se demanda si le prix à payer pour sa propre vie ne serait pas la lente érosion de son âme. La cage avait maintenant 2 prisonniers. La première année fut un enfer glacial. Adrien était un maître de la guerre psychologique. Il trouvait les points sensibles d'Élise et appuyait dessus avec une cruauté chirurgicale. Il insultait ses vêtements, sa cuisine, sa façon de marcher. Il renversait accidentellement des verres d'eau, l'obligeant à nettoyer. Il refusait de manger les repas qu'elle passait des heures à préparer, exigeant autre chose, pour ensuite le rejeter aussi. Il la testait, la poussait, attendant qu'elle craque, qu'elle crie, qu'elle démissionne comme toutes les autres. Mais Élise possédait un puits de patience profond, creusé par des années à gérer des clients difficiles et le chagrin silencieux de sa propre vie. Elle répondait à son venin avec un professionnalisme inébranlable. Sa voix restait égale, ses mains stables. Elle nettoyait les dégâts sans commentaire. Elle présentait calmement un autre repas. Son refus de s'engager dans son drame était en soi une forme de défi qui l'exaspérait plus que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Elle comprenait que sa colère n'était pas vraiment dirigée contre elle, mais contre les murs de sa propre prison physique. Il frappait la personne la plus proche, et c'était elle. Cette compréhension ne rendait pas les insultes moins blessantes, mais elle lui permettait de les encaisser sans les laisser l'atteindre profondément. Elle érigea une forteresse intérieure, un sanctuaire où sa propre valeur n'était pas définie par les paroles d'un homme brisé. Lentement, imperceptiblement, la dynamique commença à changer. Ce ne fut pas un grand moment, mais une série de minuscules concessions, des fissures apparaissant dans sa formidable armure. Cela commença avec les livres. Un après-midi pluvieux, elle le trouva fixant la bibliothèque, son expression empreinte d'une profonde frustration. Il ne pouvait pas atteindre l'étagère du haut où une collection de classiques d'aventures maritimes prenait la poussière. Il ne demanderait jamais d'aide. La fierté était le dernier bastion de son identité. Sans un mot, Élise alla chercher l'escabeau, prit 20 000 lieues sous les mers et le posa sur ses genoux. Il la foudroya du regard, la mâchoire serrée. « Je n'ai rien demandé. »« Je sais, répondit-elle doucement. Mais j'ai pensé que vous aimeriez le lire. La météo annonce de la pluie toute la semaine. » Il ne toucha pas le livre pendant 2 jours, mais le 3e matin, elle entra et le trouva ouvert sur la table à côté de son fauteuil, un marque-page à mi-parcours. Puis vinrent les cauchemars. C'étaient des épisodes violents où il se débattait, revivant le crissement des pneus, le fracas du verre. Il se réveillait trempé de sueur, sa voix un cri rauque de terreur. La première fois que cela arriva, Élise se précipita, et son instinct fut de la repousser, lui hurlant de sortir. Mais elle ne le fit pas. Elle resta simplement dans l'encadrement de la porte jusqu'à ce que sa respiration ralentisse, sa présence une encre silencieuse et apaisante dans l'obscurité. La fois suivante, elle lui apporta un verre d'eau. Au 6e mois, il lui permettait de s'asseoir dans le fauteuil de l'autre côté de la pièce jusqu'à ce qu'il retombe dans un sommeil agité. Il ne le reconnaissait jamais le matin, mais les insultes qui suivaient étaient toujours moins vives, leurs bords légèrement émoussés. Ce rituel nocturne devint un étrange point de connexion. Dans la vulnérabilité de la nuit, les barrières qu'il érigeait si soigneusement pendant la journée s'effondraient. Élise voyait l'homme terrifié sous le tyran, le jeune homme qui avait tout perdu dans un éclair de métal tordu. Et peut-être, dans son subconscient, il sentait qu'elle ne le jugeait pas pour cette peur. Elle était simplement là, un témoin silencieux de sa douleur. Le tournant décisif eut lieu un peu plus d'1 an après son embauche. Geneviève et son mari, un avocat d'affaires aux manières polissées nommé Robert Leclerc, firent une de leurs rares visites.
Il traitait Adrien avec une pitié mielleuse et condescendante qui hérissait les nerfs d'Élise. Il parlait de lui comme s'il n'était pas là, discutant des cours de la bourse et des réunions du conseil d'administration. Nous nous occupons de tout, Adrien. Ne te tracasse pas pour ça, dit Robert, lui tapotant l'épaule avec une fausse familiarité. Bien sûr, ajouta Geneviève, ses yeux balayant la pièce, évaluant les biens. Concentre-toi simplement sur ton repos. Le visage d'Adrien était un masque de rage tonitruante. Il détestait leur pitié encore plus qu'il ne détestait sa propre condition. Après leur départ, le silence dans le Penthouse était suffocant. Adrien se dirigea vers le coin le plus sombre de la pièce, lui tournant le dos. Élise hésita, puis décida de prendre un risque. Elle se rendit à la cuisine et commença à pâtisser. Elle n'avait pas le livre de recettes de sa mère. Mais elle se souvenait par cœur de la recette de simple sablé breton. L'odeur de beurre et de vanille commença à emplir l'air stérile, un arôme chaud et réconfortant qui était totalement étranger au Penthouse. Quand ils furent prêts, elle plaça une petite assiette avec 2 sablés et un verre de lait sur la table à côté de lui. Il ne se retourna pas. « Allez-vous-en, Élise » marmonna-t-il, sa voix épaisse de larmes de fureur non versées. « Ma mère avait l'habitude d'en faire quand j'avais une mauvaise journée » dit-elle calmement, sa voix dénuée de pitié, remplie seulement d'une simple compréhension partagée de la douleur. Elle disait, on ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde, mais un bon biscuit est un début. Elle laissa l'assiette et se retira dans sa petite chambre. 1 heure plus tard, quand elle revint, l'assiette et le verre étaient vides. Ce petit acte de défi contre la misère oppressante du Penthouse devint un rituel. 2 fois par semaine, Élise préparait des madeleines, des financiers, un simple gâteau au citron. C'était sa façon de se réapproprier un petit morceau de l'espace, d'injecter un peu de vie et de chaleur dans le froid mausolée de marbre. Adrien ne commenta jamais, mais il mangeait toujours ce qu'elle préparait. Chaque fournée était un message silencieux. Je suis là. La vie continue. Il y a encore de la douceur dans ce monde. C'était une forme de communication qui transcendait les mots, une offrande de normalité dans une existence qui n'avait plus rien de normal. Elle choisissait les recettes avec soin, se remémorant les favoris de son enfance, les gâteaux qui marquaient les célébrations ou les peines. Chaque parfum qui s'échappait du four était un souvenir, une histoire, un pont qu'elle construisait entre son passé et ce présent improbable, espérant secrètement qu'il puisse le traverser. L'arrivée du docteur Fournier, un kinésithérapeute de renom, marqua le début d'un nouveau chapitre, encore plus ardu. C'était un homme d'une franchise brutale avec le physique d'un ancien joueur de rugby. « Remarcher est un pari risqué, Adrien, dit-il lors de leur première rencontre. Une chance sur 1 million. Les lésions nerveuses étaient catastrophiques, mais votre dossier indique qu'il y a une lueur de signal. Un murmure. Si vous voulez courir après ce murmure, ce sera la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite. Ce sera une agonie. » Adrien, porté par un nouvel espoir fragile, enflammé par la persistance tranquille d'Élise, accepta. Les séances de thérapie étaient brutales. Elles impliquaient un système de harnais qui soutenait son poids au-dessus d'un tapis de course et des électrodes qui envoyaient des décharges électriques dans les muscles de ses jambes inertes. La douleur était atroce. Adrien transpirait, jurait et rugissait de frustration alors que ses jambes refusaient d'obéir à ses ordres. Maintes fois, il abandonna, ordonnant au docteur Fournier de sortir, le visage blême de douleur et de honte. C'était toujours Élise qui le ramenait du bord du gouffre. Elle ne plaidait pas, ne cajolait pas. Elle se tenait simplement près de la machine, son expression calme et pleine d'attente. 5 minutes de plus, disait-elle. Vous en avez fait 10 hier. Vous pouvez en faire 15 aujourd'hui. Je ne peux pas, rugissait-il, les poings serrés. Si, vous le pouvez, répondait-elle, sa certitude une force exaspérante et inébranlable. Je serai juste là. Et quelque chose dans sa foi en lui, une foi qu'il n'avait ressentie de la part de personne, y compris de lui-même, depuis des années, le faisait grincer des dents et endurer. Elle devint son témoin, sa partenaire silencieuse dans cette bataille atroce. Elle apprit à masser ses muscles endoloris par la suite, son contact professionnel mais doux. Elle préparait son milkshake protéiné préféré. Elle célébrait chaque victoire minuscule, un tressaillement dans son quadriceps, une lueur de mouvement dans ses orteils, avec un petit sourire sincère qui était plus gratifiant que n'importe quel éloge creux. Elle devint une experte non officielle de sa condition, lisant des articles médicaux tard dans la nuit, cherchant des techniques de rééducation alternatives, suggérant de petits ajustements au docteur Fournier, qui, après un scepticisme initial, commença à respecter sa perspicacité. Elle n'était pas seulement une aide-soignante, elle était devenue le chef de projet de sa guérison. Elle gérait les horaires, coordonnait les rendez-vous, et plus important encore, elle gérait son moral, sachant instinctivement quand pousser et quand se retirer.
Elle était le roc sur lequel sa fragile volonté de se battre était construite. Et dans le silence qui suivait chaque séance épuisante, alors qu'elle appliquait de la glace sur ses membres, une nouvelle forme d'intimité se développait, une intimité née non pas de la romance, mais du respect mutuel et de l'épreuve partagée. Pendant ces longues et épuisantes années, les murs entre eux s'effritèrent. Il commença à lui poser des questions sur le café, sur sa famille, sur son rêve de pâtisserie. Il écoutait, son expression illisible, tandis qu'elle décrivait sa petite boutique parfaite, le pétrin d'Élise, avec une porte bleue et une vitrine remplie de croissants et de tartes aux fruits. Il commença à son tour à parler. Il parla de la pression étouffante d'être l'héritier de l'empire de la Roche, de son amour pour la voile, de la course stupide à grande vitesse avec un rival commercial qui lui avait tout coûté. Il révéla un esprit sec et cynique qui avait été enfoui sous des couches d'amertume. Ils développèrent un langage codé, un silence confortable. Le Pentouse commença à ressembler moins à une cage et plus à un sanctuaire. Leur routine quotidienne s'installa dans un rythme qui était presque domestique. Les matins commençaient par la physiothérapie, les après-midi étaient consacrés à la lecture, de plus en plus, à des discussions, et les soirs, ils regardaient parfois de vieux films français, Adrien faisant des commentaires sarcastiques sur le jeu des acteurs et Élise riant doucement. Elle apprit qu'il préférait le café noir, qu'il détestait le jazz mais aimait la musique classique, et qu'il avait une connaissance encyclopédique de l'histoire napoléonienne. Il apprit qu'elle fredonnait quand elle était concentrée, qu'elle avait une peur irrationnelle des araignées et qu'elle pouvait réciter des passages entiers de Cyrano de Bergerac par cœur. Ces petites révélations, triviales en apparence, étaient les briques avec lesquelles il reconstruisait un semblant de normalité. Ils n'étaient plus seulement un patient et une soignante, ils étaient deux personnes partageant un espace, une épreuve et, de plus en plus, une vie. À la fin de la 5e année, le miracle qu'il poursuivait ne semblait plus impossible. Avec l'aide d'attelles et de barres parallèles, Adrien pouvait se tenir debout. Il pouvait faire des pas hésitants et traînants. Chacun était un effort monumental de volonté, une victoire forgée dans la sueur et la douleur. Élise était là pour chacun d'eux. Sa main planant près de son dos, prête à le rattraper, son calme, vous y êtes presque, Adrien le seul encouragement dont il avait besoin. Le passage du M de la Roche à Adrien s'était fait si naturellement qu'aucun d'eux ne s'en était rendu compte. C'était simplement arrivé un jour, au milieu d'une séance particulièrement difficile, et c'était resté. C'était un petit changement, mais il signifiait un monde. C'était la reconnaissance que leur relation avait transcendé le cadre professionnel pour devenir quelque chose de plus profond, de plus personnel. Les visites de Geneviève et Robert devinrent plus tendues. Ils voyaient les progrès d'Adrien non pas comme un miracle, mais comme une menace. Adrien en voie de guérison était un Adrien qui pourrait vouloir récupérer son entreprise. « Ne penses-tu pas que tu te pousses un peu trop, mon frère ?» disait Geneviève, son inquiétude sonnant faux. « Tu n'as rien à prouver. » « C'est elle qui le pousse, ajouta Robert un soir, jetant un regard à Élise avec un dédain non dissimulé. Un kinésithérapeute, c'est une chose, mais une serveuse qui joue à l'infirmière. Elle te donne de faux espoirs. C'est cruel. Adrien, les mains agrippées aux barres parallèles, le corps tremblant d'effort, tourna la tête. Élise m'a donné plus que vous ne l'avez jamais fait, dit-il, sa voix basse et stable. Elle est restée. Les mots restèrent en suspens dans l'air, un témoignage des 6 années qui s'étaient écoulées. 6 années de la vie d'Élise. 6 années de colère, de douleur et de guérison lente et laborieuse. Elle était arrivée en tant qu'aide-soignante. Maintenant, elle était sa confidente, sa source de motivation, sa seule amie. Et alors qu'il se tenait, tremblant mais droit, au bord d'une nouvelle vie, elle ressentit une profonde fierté. Elle l'avait aidé à se reconstruire. Elle ne pouvait imaginer un monde sans lui. La pensée de partir, que son travail soit terminé, était une douleur qu'elle refusait d'examiner de trop près. Pour l'instant, sa victoire était aussi la sienne. Cette victoire partagée créait un lien que les mots ne pouvaient décrire. Ils avaient été dans les tranchées ensemble, combattant un ennemi invisible mais omniprésent. Chaque petit progrès était une bataille gagnée, chaque recul une perte pleurée ensemble. Cette intimité forgée dans l'adversité était plus forte que n'importe quelle relation qu'elle avait jamais connue. Elle connaissait les contours de sa douleur, le son de sa frustration, la lueur de son triomphe. Et il connaissait la force tranquille de sa présence, la fermeté de son soutien, la foi inébranlable dans ses yeux. Ils étaient devenus les deux moitiés d'une même lutte. L'idée que cette lutte puisse se terminer et, avec elle, leur partenariat, laissait un vide terrifiant dans son cœur. Elle repoussait cette pensée, se concentrant sur le présent, sur le prochain pas, la prochaine victoire, s'accrochant à l'illusion que ce monde qu'ils avaient construit à deux pourrait durer éternellement. Le passage des barres parallèles aux béquilles fut un bond monumental. La première fois qu'Adrien traversa la vaste étendue du salon par ses propres moyens,
Avec seulement le léger tapotement rythmé des béquilles sur le sol en marbre, Élise sentit des larmes monter à ses yeux. Elle les chassa rapidement, ne voulant pas entacher son triomphe de sa sentimentalité. Il se tint devant la fenêtre, appuyé sur ses béquilles, respirant lourdement. Pour la première fois en 6 ans, il se tenait à cette fenêtre, non pas comme un prisonnier regardant dehors, mais comme un homme contemplant son royaume. Le changement en lui était plus que physique. Une nouvelle lumière avait pénétré ses yeux, l'éclat vif et calculateur du PDG qu'il avait été. Le changement était subtil, mais Élise le sentit comme une variation de la pression atmosphérique. Son téléphone, autrefois une brique silencieuse sur sa table de chevet, se mit à sonner sans cesse. Appel des membres du conseil d'administration, des chefs de division, de l'armée d'avocats et de comptables qui géraient les entreprises de La Roche. Ces conversations étaient sèches, autoritaires, remplies d'un jargon sur les acquisitions et les parts de marché qu'Élise ne comprenait pas. Il commença à tenir des réunions dans le bureau du Penthouse, une pièce qui avait été son coin de lecture tranquille pendant des années. Les portes étaient maintenant fermées. Les silences confortables qu'il partageait autrefois furent remplacés par un nouveau silence tendu. Élise se retrouva reléguée au rôle d'aide-soignante, apportant le café, préparant des repas souvent consommés distraitement au-dessus de feuilles de calcul, et rangeant un espace qui se remplissait à nouveau de l'énergie du grand commerce. Elle ressentit un sentiment croissant de décalage, comme si elle était un fantôme dans une vie qu'elle avait aidé à reconstruire. Elle se sentait comme une échafaude, essentielle à la construction du bâtiment, mais destinée à être démontée une fois l'œuvre achevée. Chaque appel téléphonique, chaque réunion à huis clos, était un rappel que le monde extérieur, le monde auquel il appartenait vraiment, le réclamait. Leur sanctuaire à deux était envahi, et avec chaque intrusion, une partie de leur intimité s'érodait. Elle essayait de se convaincre que c'était le but, que c'était la victoire finale, mais un sentiment de perte la rongeait. L'homme avec qui elle avait partagé des silences et des secrets était remplacé par une figure publique, et elle n'était plus qu'une employée en marge de sa nouvelle vie trépidante. Geneviève et Robert étaient désormais des figures constantes. Ils arrivaient avec des mallettes et des expressions inquiètes, se blottissant avec Adrien dans le bureau pendant des heures. Leur attitude envers Élise était passée d'un dédain distant à une hostilité vive et ouverte. Ils la voyaient comme une relique de la période de maladie d'Adrien, un rappel d'une faiblesse qu'il devait éliminer. Un après-midi, Élise apporta un plateau de café dans le bureau. Les trois cessèrent brusquement de parler, leur tête se tournant vers elle. L'air était épais de conspiration. « Merci, Élise. Ce sera tout, dit Adrien, son ton froid et distant. Il ne la regarda pas. Il regardait un rapport financier, le front plissé. Le s'il vous plaît qui s'était glissé dans son vocabulaire au fil des ans avait disparu. Alors qu'elle se tournait pour partir, elle entendit la voix de Geneviève, un murmure empoisonné. « Tu dois faire attention, Adrien. Sun influence. Les gens pourraient y voir une vulnérabilité. Un homme dans ta position ne peut pas être perçu comme dépendant de son personnel. » La main d'Élise vacilla sur la poignée de porte. Elle sentit une terreur glaciale s'infiltrer dans ses os. Elle n'était pas seulement mise de côté. Elle était en train d'être dépeinte comme un handicap. Le véritable murmure de la trahison vint de Robert. Il la trouva dans la cuisine quelques jours plus tard, son sourire mielleux et insincère fermement en place. « Élise, commença-t-il, s'appuyant contre le comptoir comme s'ils étaient de vieux amis. Je voulais vous remercier au nom de la famille. Ce que vous avez fait pour Adrien. C'est remarquable. Vraiment. » Élise murmura un remerciement évasif, continuant à essuyer le comptoir déjà impeccable. « Le fait est, continua Robert, sa voix baissant d'un ton conspirateur, Adrien est de retour. Le vrai Adrien, l'homme qui a bâti cet empire, est un prédateur, Élise. Il n'a pas d'amis. Il a des atouts. Et il est passé maître dans l'art d'utiliser les gens pour obtenir ce qu'il veut. » Elle arrêta d'essuyer et le regarda. « Que essayez-vous de dire, Robert ? » « Je dis que vous étiez un outil très efficace. Vous l'avez motivé. Vous lui avez donné le soutien émotionnel dont il avait besoin pour guérir. Mais maintenant, votre rôle est terminé. Il n'est plus l'homme qui avait besoin que vous lui fassiez la lecture. Il est en train de faire peau neuve, et cela vous inclut. Je m'inquiète juste pour vous. Il ne sera pas tendre. Quand il en aura fini avec vous, il vous jettera. Je l'ai vu faire une 12aine de fois en salle de conseil. Il laissa les mots flotter dans l'air, une graine de pur poison. Geneviève et moi avons préparé une indemnité de départ très généreuse pour vous. Un gage de notre gratitude. Il serait sage de la prendre et de partir. Tranquillement avant qu'il n'ait la chance de vous renvoyer lui-même. Ce serait moins humiliant pour vous. Élise le fixa, le cœur battant. Chaque regard froid d'Adrien, chaque réunion à huis clos, chaque amabilité oubliée des dernières semaines s'emboîta soudainement, formant une image terrifiante. Était-ce vrai?
Le lien qu'elle pensait qu'ils avaient forgé n'était-il qu'un moyen calculé pour lui d'atteindre son but? Ces 6 années de dévouement n'avaient-elles été qu'une longue transaction commerciale? Elle repensa au rire partagé devant une fournée de financiers brûlés, à la vulnérabilité brute dans ses yeux après un cauchemar, à la façon dont il lui serrait la main une fraction de seconde après une séance de thérapie épuisante. Tout cela avait-il été une comédie? L'Adrien qu'elle connaissait ne serait pas aussi cruel. Mais le vrai Adrien que Robert décrivait, le PDG impitoyable, peut-être que lui le serait. Je travaille pour M. de la Roche, dit Élise, la voix légèrement tremblante. S'il veut que je parte, il peut me le dire lui-même. Le sourire de Robert s'aigrit. Comme vous voudrez. Ne dites simplement pas que je ne vous ai pas prévenu. Cette nuit-là, Élise ne put dormir. Elle repassait les mots de Robert en boucle, cherchant une faille dans leur terrible logique. Elle devait connaître la vérité. Elle sortit de sa chambre sur la pointe des pieds et marcha silencieusement dans le couloir jusqu'au bureau. La porte était légèrement entr'ouverte, et une fente de lumière traversait le sol de marbre sombre. Elle pouvait entendre des voix à l'intérieur. Adrien et sa sœur. Il faut le faire, Adrien, disait Geneviève, sa voix ferme. Le conseil d'administration est déjà nerveux à propos de ta longue absence. Ils ont besoin de voir de la force, de la détermination, pas de points faibles. Je comprends, répondit la voix d'Adrien. Elle était froide, plate, totalement dépourvue de la chaleur qu'Élise avait appris à connaître. Elle est un point faible, insista Geneviève. Une serveuse d'un petit café. C'est un cauchemar de relations publiques en puissance. Les gens diront qu'on a profité de toi dans un état de faiblesse. Nous devons contrôler le récit. Nous annonçons ton retour, ta guérison complète. Et elle disparaît simplement, discrètement. C'est plus propre comme ça. C'est pour le bien de l'entreprise. Il y eut une longue pause. Élise retint son souffle, tout son être concentré sur sa réponse, priant pour qu'il la défende, qu'il dise à sa sœur qu'elle avait tort. Elle s'accrochait à l'image de l'homme qui lui avait confié ses peurs dans le noir, celui qui avait partagé avec elle les petites victoires de sa guérison. Cet homme-là ne pouvait pas la considérer comme un simple point faible. Il devait se souvenir de la force qu'elle lui avait donnée, du sanctuaire qu'ils avaient bâti ensemble contre le monde. Chaque seconde de silence était une torture, un étirement du temps où l'espoir et la peur se livraient une bataille acharnée dans sa poitrine. « Tu as raison, » dit finalement Adrien. « L'entreprise passe avant tout. Ça a toujours été le cas. Je m'en occuperai. » Les mots frappèrent Élise comme un coup physique. Elle recula de la porte, une main plaquée sur sa bouche pour étouffer un sanglot. C'était vrai. Tout était vrai. Elle n'était pas son amie. Elle était un point faible. Un cauchemar de relations publiques. Un inconvénient à gérer. 6 ans de sa vie, de ses soins, de sa foi en lui. Et tout se résumait à une décision commerciale. La trahison était si profonde, si absolue, qu'elle la vida de sa substance, ne laissant qu'un vide immense et résonnant. Elle retourna en titubant dans sa chambre, la vue magnifique depuis les fenêtres du Penthouse ressemblant maintenant à une vue depuis le bord d'une falaise. Le monde extérieur, autrefois un tableau distant de lumière scintillante, semblait maintenant hostile, un univers auquel elle n'appartenait plus, un monde dont elle avait été bannie par l'homme même qu'elle avait aidé à reconquérir. Le jour où Adrien fit son premier pas sans aide était censé être un jour de pur triomphe. Pendant des semaines, il s'était entraîné en secret avec le docteur Fournier, se poussant au-delà du point d'épuisement. Il voulait que ce soit une surprise, une grande révélation. Il convoqua Élise dans le salon un après-midi. Il se tenait au milieu de la pièce, sans assistance, sans béquille, sans déambulateur, sans harnais. Il était instable, ses jambes tremblant sous l'effort, mais il était debout. Son visage était perlé de sueur, mais ses yeux brillaient d'une lumière féroce et triomphante. « Regarde ça, Élise, » dit-il, sa voix tendue par la concentration. Il fit un pas, puis un autre, et un autre. Un voyage lent, délibéré, miraculeux à travers le sol en marbre. Le souffle d'Élise se coupa. Toute la douleur, la lutte, les années d'efforts acharnés, tout avait mené à cela. C'était le miracle. Des larmes de joie et de soulagement coulèrent sur son visage. Elle voulait courir vers lui, le serrer dans ses bras, partager cette incroyable victoire dont elle avait été si intimement partie prenante. Mais lorsqu'il atteignit l'autre côté de la pièce et se tourna pour lui faire face, son expression n'était pas celle d'une joie partagée. C'était celle d'un accomplissement froid et détaché. Il regarda ses larmes avec une lueur d'agacement. « Il n'y a pas besoin d'être sentimental, » dit-il, sa voix sèche. C'était l'objectif depuis le début. La froideur de son ton la stoppa net. La bulle chaude de victoire partagée éclata, la laissant frissonnante dans l'air soudainement glacial. L'homme qui venait de traverser la pièce n'était pas l'Adrien qu'elle avait aidé. C'était Adrien de la Roche, PDG,
un homme qui considérait l'émotion comme une faiblesse. Les jours qui suivirent furent une confirmation de ses pires craintes. La guérison d'Adrien s'accéléra, et à chaque nouvelle étape physique, il devenait plus distant émotionnellement. Il marchait maintenant à l'aide d'une seule canne élégante en ébène, un accessoire qui le faisait moins ressembler à un patient qu'à un redoutable magnate. Il organisa une conférence de presse pour annoncer son retour. Élise la regarda à la télévision dans la cuisine, se sentant comme une étrangère dans sa propre maison. Il était brillant. Il était charmant, spirituel et puissant. Il parla de sa période de réflexion et de sa vision renouvelée pour les entreprises de La Roche. Il remercia son équipe médicale dévouée. Il ne mentionna jamais son nom. Elle fut effacée du récit, une note de bas de page jugée inutile. L'omission de son nom fut comme un poignard. Ce n'était pas un oubli, elle le savait. C'était un acte délibéré, une amputation chirurgicale de leur histoire commune. Elle, qui avait été le pilier de cette guérison, était maintenant réduite à un fantôme, invisible pour le monde et, apparemment, pour lui aussi. Les murmures qu'elle avait entendus devinrent la réalité d'Adrien. Sa vie était de nouveau un tourbillon de réunions de conseils, de déjeuners stratégiques et d'événements caritatifs en cravate noire. Le Penthouse, leur sanctuaire partagé, devint son quartier général d'entreprise. Des étrangers en costumes coûteux allaient et venaient, leurs mallettes claquant, leurs voix basses et sérieuses. Élise était invisible pour eux, juste une partie du mobilier. Elle essaya de lui parler, de combler le gouffre qui s'était ouvert entre eux. Un soir, elle le trouva sur la terrasse, contemplant les lumières de la ville, la canne en ébène posée contre son fauteuil. « Adrien, commença-t-elle doucement. Nous n'avons pas vraiment parlé. » Il tourna son visage, illuminé par la lueur de la ville. C'était un visage beau et puissant, mais c'était le visage d'un étranger. « Nous parlons maintenant. »« C'est incroyable, tout ça, dit-elle, désignant vaguement la ville. Votre guérison, le fait que vous repreniez l'entreprise. C'est tout ce pour quoi nous avons travaillé. » Le nous lui échappa, une relique d'un partenariat qui n'existait plus. Ses yeux se plissèrent légèrement. « J'ai travaillé pour ça, Élise. Le docteur Fournier a travaillé pour ça. Vous avez été rémunéré pour votre temps. » Les mots furent une gifle. Rémunéré. Cela réduisait 6 ans de sa vie, de ses soins, de son investissement émotionnel à une simple transaction financière. L'avertissement de Robert résonnait dans ses oreilles. Il fait peau neuve, et cela vous inclut. Est-ce tout ce que c'était pour vous? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Un travail? N'étais-je qu'une employée? Il prit une longue et lente inspiration, reportant son regard sur la ville. Vous étiez une excellente employée. La meilleure que j'ai jamais eue. Mais ma vie est différente maintenant. Mes responsabilités sont immenses. L'entreprise requiert toute mon attention. Il n'y a pas de place pour les distractions. Distractions. C'est ce qu'elle était maintenant. Un distraction. Un point faible. La preuve finale et dévastatrice de son obsolescence arriva une semaine plus tard. Adrien organisait un immense gala à la Tour de la Roche pour célébrer sa réintégration officielle en tant que PDG. C'était l'événement mondain de l'année. La liste des invités était un who's who de la finance, de la politique et de la société. Élise, bien sûr, n'était pas invitée. On s'attendait à ce qu'elle reste dans le Penthouse, hors de vue. Le soir du gala, le Penthouse était calme pour la première fois depuis des semaines. Le silence était assourdissant. Elle traversa les pièces, ses pas résonnant dans l'espace vide. Elle toucha le dossier du fauteuil où elle avait l'habitude de s'asseoir pour lui faire la lecture. Elle passa la main sur le comptoir de la cuisine où elle lui avait préparé des biscuits. C'était une tournée d'adieu d'une vie qui était déjà terminée. Sa douleur était une crampe physique dans sa poitrine. Il ne s'agissait pas seulement d'être rejeté. Il s'agissait de la négation totale de leur histoire commune. Il n'avait pas seulement tourné la page. Il avait réécrit le passé, l'en effaçant complètement. L'homme dont elle s'était occupée, l'homme qu'elle en était venue à aimer profondément, avait disparu. À sa place se trouvait cet étranger froid et impitoyable qui la regardait et ne voyait rien de valeur. Elle rassembla ses quelques affaires dans une petite valise, le livre de recettes de sa mère, quelques vêtements de rechange, l'uniforme usé du café. Ce n'était pas grand-chose pour 6 ans de sa vie. Elle regarda le chèque d'indemnité que Robert avait laissé sur sa commode. Il était d'un montant astronomique, assez pour acheter 10 pâtisseries. Mais il avait le goût du sang, un paiement pour son silence et sa disparition. Elle ne pouvait pas rester une minute de plus. Elle ne pouvait pas supporter de le voir revenir de sa fête, rouge de succès, et de le voir la regarder de haut une dernière fois avant de la congédier. Elle écrivit une note courte et simple. « Au revoir, Adrien. Je vous souhaite le meilleur. » Elle la laissa sur son oreiller. En entrant dans l'ascenseur, les portes se refermant sur le Penthouse opulent,
Elle laissa enfin les larmes couler. Ce n'étaient pas les larmes de joie qu'elle avait versées quand il avait marché pour la première fois. C'étaient des larmes de chagrin d'amour profond et fracassant pour l'homme qu'elle avait perdu, et pour la femme stupide qui s'était permis de croire qu'elle comptait pour lui. La descente dans l'ascenseur de verre ressemblait à une chute vertigineuse, non seulement à travers les étages de la tour, mais à travers les ruines de sa vie des 6 dernières années. Chaque étage qui défilait était un souvenir qui se brisait, l'étage du bureau où ils avaient commencé à parler, l'étage de la salle de sport où ils avaient lutté ensemble, l'étage de sa chambre où elle l'avait veillé pendant ses cauchemars. Le ding de l'ascenseur arrivant au rez-de-chaussée sonna comme un glas, la fin définitive de tout ce qu'elle avait connu. Elle sortit dans le hall en marbre, passant devant un portier qui la regarda à peine, elle qui était redevenue une invisible, une serveuse avec une valise bon marché. La porte tourniquet la projeta dans la nuit parisienne, la ville indifférente à son cœur brisé. Elle était seule, plus seule qu'elle ne l'avait jamais été, même avant de le rencontrer, car maintenant elle connaissait la profondeur de ce qu'elle avait perdu. Élise n'alla pas loin. Elle ne le pouvait pas. La ville était un labyrinthe de souvenirs. Chaque coin de rue, un fantôme potentiel. Elle finit par atterrir au seul endroit qui lui semblait réel, le café de l'Aube. Il était fermé, les lumières éteintes, mais le vieux monsieur Dubois, le propriétaire, vivait dans l'appartement au-dessus. Elle frappa à sa porte latérale, sa valise à la main, son visage strié de larmes. Il lui jeta un regard et l'enveloppa dans une étreinte qui sentait le café et le croissant chaud. Il ne posa pas beaucoup de questions. Il lui donna simplement la chambre d'amis, une tasse de tisane chaude et le réconfort silencieux d'être avec quelqu'un qu'il avait connu avant que sa vie ne soit consumée par le monolithe de la roche. Pendant 2 jours, Élise vécut dans un brouillard de chagrin. Elle aida M. Dubois au café. La routine familière de remplir les salières et d'essuyer les tables était un petit réconfort. Le travail était machinal, lui permettant de traiter l'ampleur de son chagrin. La trahison ressemblait à un membre fantôme, une douleur là où quelque chose de vital se trouvait auparavant. Chaque fois que la cloche au-dessus de la porte du café tintait, sa tête se relevait d'un coup, une partie d'elle-même, stupide et traîtresse, espérant voir Adrien, canne à la main, venir tout expliquer. Le 3e jour, un visage familier entra. C'était Maria, l'une des employées de maison de longue date du Pentouze, une femme d'âge mûr et bienveillante avec qui Élise avait souvent partagé une tasse de café tranquille tôt le matin. « Élise, Dieu merci, je vous ai trouvé, » dit Maria, le visage marqué par l'inquiétude. Elle fit glisser une épaisse enveloppe de couleur crème sur la table. « C'est pour vous. De ma part, pas de la sienne. » C'était une invitation au gala de la Roche. « C'est ce soir, » murmura Maria en se penchant. « Quelque chose ne va pas, Élise. La façon dont il a l'air, la façon dont sa sœur et ce fourbe de mari sont toujours à ses côtés. C'est comme s'il le tenait en laisse. Il n'est pas l'homme qu'il était. Pas même celui qui était en colère au début. Il est vide. Et il m'a demandé très discrètement hier si je savais où vous étiez parti. Il avait l'air perdu. S'il vous plaît, vous devriez y aller. Vous devez voir ça par vous-même. » L'instinct premier d'Élise fut de refuser. Pourquoi s'infliger plus de douleur? Mais les mots de Maria plantèrent une minuscule graine de doute. Perdu. Cela ne correspondait pas au PDG froid et calculateur qu'elle avait vu pour la dernière fois. Contre toute logique, elle décida d'y aller. Elle n'avait plus rien à perdre, et un besoin désespéré d'une réponse finale et définitive. Elle portait la seule robe de soirée qu'elle possédait, une simple robe fourreau bleu nuit qu'elle avait achetée pour un mariage des années auparavant. Elle se sentait inadéquate en entrant dans la grande salle de bal de la Tour de la Roche. La pièce était un spectacle scintillant de richesse et de pouvoir. Des lustres en cristal pendaient du plafond, le champagne coulait à flots et l'air bourdonnait des conversations de l'élite de la ville. Elle resta en périphérie, une ombre dans un coin, se sentant totalement déplacée. Elle le vit de l'autre côté de la pièce, entouré d'une foule d'admirateurs. Il était magnifique dans un smoking parfaitement taillé. Il riait. Il serrait des mains. Il dégageait une aura de contrôle absolu. Il était le roi dans sa cour. Geneviève et Robert le flanquaient, leur visage suffisant de victoire. Le cœur d'Élise se serra. Maria avait tort. Ce n'était pas un homme perdu. C'était un homme qui avait trouvé exactement ce qu'il voulait. La douleur de sa décision de venir était aiguë et immédiate. Elle se tourna pour partir, pour s'éclipser avant qu'il ne puisse la voir et qu'elle doive endurer l'humiliation suprême de le voir la regarder avec pitié ou, pire, indifférence. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, elle passa devant une alcôve isolée, partiellement cachée par un grand arrangement floral. Elle entendit des voix familières de l'intérieur. Geneviève et Robert. Elle se figea, se pressant contre l'ombre. « Ça marche parfaitement, » disait Geneviève, sa voix étourdie de succès. « Il joue son rôle à merveille. Le conseil d'administration est conquis. Il voit l'ancien Adrien.
Il nous a inquiétés pendant un moment, répondit Robert, un tintement de verre suivant ses paroles. Tout ce temps avec la serveuse, j'ai eu peur qu'il ne soit devenu faible. C'est une bonne chose que nous ayons réussi à l'écarter. C'était la dernière personne qui aurait pu le faire douter de nous. Le sang d'Élise se glaça. Geneviève rit, un son bas et cruel. S'il te plaît, ce n'était qu'une moins que rien. Mais tu as eu raison de planter ces graines de doute. Le faire croire qu'elle était un handicap était un coup de génie. Et le fait qu'il soit si froid avec elle pour la repousser, parfait. Ça l'a complètement isolée. Maintenant, il n'a plus que nous en qui avoir confiance. Une vague de nausée submergea Élise. C'était donc un coup monté. Il l'avait manipulée, l'avait retournée contre elle. Mais le soulagement qu'elle aurait dû ressentir fut instantanément éteint par les mots suivants de Geneviève. La phase finale est pour demain, continua Geneviève. Lors de la réunion d'urgence du Conseil, nous présenterons les preuves de son déclin cognitif pendant sa convalescence. Les rapports de thérapeutes falsifiés, le témoignage des aides-soignantes que nous avons soudoyées avant de trouver cette serveuse crédule. Nous soutiendrons que ce retour soudain au pouvoir est un épisode maniaque. Nous citerons sa décision erratique de renvoyer tout son personnel de maison fidèle ce matin comme preuve. Nous demanderons une mise sous tutelle. Le Conseil est déjà prêt à le considérer comme instable. Nous aurons le contrôle total de l'entreprise d'ici midi. Élise pouvait à peine respirer. C'était un coup d'État. Une prise de contrôle complète et vicieuse. Ils n'avaient pas seulement saboté sa guérison émotionnelle. Ils avaient comploté pour voler l'œuvre de toute sa vie. Renvoyer le personnel. C'était la preuve dont ils avaient besoin. Il était tombé droit dans leur piège. Elle devait le prévenir. Elle se fraya un chemin à travers la foule scintillante, son cœur martelant contre ses côtes. Les gens la dévisageaient, une femme frénétique et simplement vêtue dans une mer de haute couture. Elle s'en fichait. Elle traversa finalement le cercle entourant Adrien juste au moment où il montait sur une petite estrade. « Adrien !» s'écria-t-elle, sa voix rauque. Il se tourna. Ses yeux rencontrèrent les siens à travers le petit espace. Pendant une fraction de seconde, elle vit un éclair de quelque chose dans son expression, choc, douleur, quelque chose de complexe et d'illisible, avant que cela ne soit remplacé par un masque de fureur glaciale. Geneviève et Robert furent instantanément à ses côtés, regardant Élise comme si elle était un serpent venimé. « Sécurité !» siffla Geneviève. « Faites-la sortir d'ici. »« Adrien, vous devez m'écouter » plaida Élise, ignorant les deux gardes du corps qui se dirigeaient maintenant vers elle. « Ils complotent contre vous, Geneviève et Robert. Ils prévoient de vous faire déclarer inapte demain. Ils vont prendre le contrôle de l'entreprise. » La foule est halida. Un silence tomba sur la salle de bal. Tout le monde fixa d'abord la femme hystérique, puis le milliardaire qu'elle accusait. Adrien la regarda de haut depuis l'estrade, son visage une dalle de granit impénétrable. Ses yeux étaient glaciaux. « Je n'ai aucune idée de qui est cette femme, dit-il, sa voix résonnant avec une autorité froide et claire. Elle est clairement dérangée. Peut-être une ancienne employée mécontente. Faites-la sortir. Maintenant. » Les mots brisèrent les derniers vestiges de l'espoir d'Élise. Je n'ai aucune idée de qui est cette femme. Après 6 ans, après tout, il n'était pas manipulé. Il faisait partie du complot. Ou pire, il était si faible, si intimidé par eux qu'il la sacrifiait pour se sauver. Les gardes du corps prirent ses bras. L'humiliation était absolue. Elle était traînée hors de la salle de bal comme une folle, les murmures et les regards de centaines de personnes la suivant. Ses yeux restèrent rivés sur ceux d'Adrien. pas. Il la regarda simplement partir, son expression d'un mépris total et dédaigné. Alors qu'il la tirait à travers les portes, sa dernière vision fut celle d'Adrien se retournant vers le microphone, Geneviève et Robert souriant triomphalement à ses côtés. La trahison était complète, publique et absolue. Ce n'était plus un murmure. C'était un rugissement assourdissant qui détruisait tout ce en quoi elle avait jamais cru. Ses larmes ne venaient plus du chagrin d'amour maintenant. Elles venaient de l'agonie pure et écrasante de son ultime tromperie. Élise fut déposée sur le trottoir devant la tour. L'air froid de la nuit fut un choc après la salle de bal surchauffée. Les lumières de la ville se brouillaient à travers ses larmes. C'était fini. Elle avait été une idiote, 2 fois. D'abord pour avoir cru qu'il tenait à elle, et ensuite pour avoir cru qu'il pouvait être sauvé. Il était l'un des leurs, un de la roche, impitoyable, froid et prêt à sacrifier n'importe qui pour son propre gain. La honte était un poids physique qui l'oppressait, rendant la respiration difficile. Elle est là le premier taxi qu'elle vit, donnant l'adresse de Monsieur Dubois dans un murmure étranglé, ne voulant rien de plus que de ramper dans une pièce sombre et de ne jamais en sortir. À l'intérieur de la salle de bal scintillante, un silence tendu était tombé. Geneviève s'approcha du microphone, son visage un masque de sympathie concernée. « Mes excuses, tout le monde.
La situation de mon frère a attiré quelques individus instables. S'il vous plaît, profitez de la soirée. Mais en se retournant, elle vit qu'Adrien ne la regardait pas. Il regardait les portes doubles par lesquelles Élise avait été traînée, une lueur de douleur authentique et déchirante dans les yeux. Elle ne fut là qu'une seconde avant de disparaître, remplacée par son masque glacial. I'll to podle le microphone. Si je pouvais avoir votre attention un instant de plus, dit Adrien, sa voix calme et posée. Ma sœur a raison. Il y a des individus instables dans le monde, et parfois, ils se tiennent juste à côté de vous. Il tourna son regard directement sur Geneviève et Robert. Un grand écran derrière l'estrade, qui affichait le logo des entreprises de La Roche, s'anima soudainement. Il montrait une vidéo granuleuse en noir et blanc. C'était une séquence de surveillance du bureau du Penthouse, datée de 2 jours auparavant. À l'écran, Geneviève et Robert parlaient. L'audio était parfaitement clair. La phase finale est pour demain, la voix de Geneviève résonna dans la salle de bal silencieuse. Lors de la réunion d'urgence du conseil, nous présenterons les preuves de son déclin cognitif, les rapports de thérapeutes falsifiés. Nous aurons le contrôle total de l'entreprise d'ici midi. La foule est halida. Le visage de Geneviève devint blanc de choc. Robert avait l'air d'être sur le point de vomir. Pendant 6 ans, dit Adrien, sa voix maintenant remplie d'une fureur froide et juste qui ne ressemblait en rien à l'amertume qu'Élise avait connue, je me suis battu pour retrouver ma vie. Et pendant 6 ans, j'ai eu une personne qui a cru en moi, même quand je ne croyais plus en moi-même. Il marqua une pause, ses yeux balayant la salle. Et depuis 6 mois, je sais que ma propre sœur et son mari complotent pour tout me voler. J'ai appris leur plan pour me faire déclarer inapte, les faux rapports, les témoins soudoyés, toute cette conspiration écœurante. I regarded Geneviève. Pensais-tu vraiment que j'étais si brisé que je ne pouvais pas voir les vipères dans mon propre nid? Pensais-tu que j'étais si stupide? Il appuya sur un bouton sur le pupitre. Un nouveau fichier audio se lança. C'était sa conversation avec Geneviève, celle qu'Élise avait entendue. Elle est un point faible, disait la voix de Geneviève. Tu as raison, répondit la voix enregistrée d'Adrien. L'entreprise passe avant tout. Ça a toujours été le cas. Je m'en occuperai. Je savais qu'elle écoutait, dit Adrien à la foule horrifiée, sa voix épaisse d'émotion. Je savais qu'il m'avait tendu un piège pour la repousser, et je devais les laisser croire que ça marchait. Je devais être froid. Je devais être distant. Je devais être l'homme impitoyable qu'il voulait que je sois. C'était le seul moyen de leur faire révéler tout leur jeu. Repousser Élise a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Son regard tomba de nouveau sur les portes. Et ce soir, j'ai dû commettre l'acte de cruauté ultime. J'ai dû détruire la seule personne en qui j'ai confiance devant vous tous. J'ai dû la renier publiquement, l'humilier, pour rendre mon acte crédible. Pour m'assurer que ma sœur et son mari se sentent assez en sécurité pour être dans cette pièce quand le piège se refermerait. J'ai dû lui briser le cœur pour sauver ma vie. Et je passerai le reste de mes jours à espérer qu'elle puisse me pardonner. Il reporta toute son attention sur Geneviève et Robert, qui étaient figés dans un état de pure terreur. Quant à vous deux, ma décision erratique de renvoyer mon personnel fidèle ce matin n'était pas du tout erratique. C'était pour les remplacer par des enquêteurs privés et du personnel de sécurité. Chaque conversation que vous avez eue dans ce bâtiment au cours des dernières 48 heures a été enregistrée. Les preuves de votre conspiration, fraude et tentative de vol d'entreprise ont déjà été livrées au procureur de la République et à chaque membre du conseil d'administration. Il fit un geste vers le fond de la salle où 2 policiers au visage sombre venaient d'entrer. Je crois que ces messieurs sont là pour vous. Alors que Geneviève et Robert étaient escortés dehors, un silence stupéfait laissa place à une rafale de murmures frénétiques. Adrian Less ignora too. Il descendit de l'estrade, prit sa canne en ébène et marcha, non pas avec la confiance étudiée de sa performance, mais avec la démarche déterminée et instable d'un homme engagé dans la mission la plus importante de sa vie. Il sortit directement de la salle de bal, laissant le chaos derrière lui. Il avait une dette à payer. La cloche de la porte du café de l'Abtinta. Élise, assise dans une banquette, sirotant une tasse de tisane froide, ne leva pas les yeux. Elle supposa que c'était Monsieur Dubois qui descendait pour la préparation du matin. Élise. Sa tête se redressa d'un coup. Adrien était là, son smoking semblant absurdement déplacé dans le petit café. Il s'appuyait lourdement sur sa canne, le visage pâle et épuisé. Mais ses yeux étaient remplis d'une vulnérabilité désespérée et suppliante qu'elle n'avait pas vue depuis les pires jours de sa convalescence. « Que voulez-vous » demanda-t-elle, sa voix plate et morte. « Venir vous assurer que la femme dérangée n'a pas causé plus de problèmes. » Il tressaillit comme si elle l'avait frappé. « Je mérite ça, dit-il calmement. Je mérite ça et bien plus encore. Tout ce que vous avez vu,
Tout ce que j'ai dit ce soir, c'était un mensonge. Un mensonge terrible et nécessaire. Il marcha lentement vers sa banquette et s'assit en face d'elle. Il commença à parler, sa voix rauque de sincérité. Il lui raconta tout, la découverte du complot des mois auparavant, sa décision déchirante de jouer le jeu, le tourment de devoir être cruel avec elle, la performance au gala. Il expliqua que son reniement public d'elle était la dernière pièce essentielle de la mascarade. Je devais leur faire croire que j'avais complètement coupé les ponts avec vous, que vous ne représentiez rien pour moi, dit-il, sa voix se brisant. Parce que vous, Élise, vous étiez la seule qu'il craignait. Vous étiez la seule qui me rendait fort. Il savait que tant que je vous avais, je n'étais pas vraiment seul. Je devais paraître seul pour qu'ils fassent leur mouvement. Élise écoutait, la coquille de glace autour de son cœur commençant à se fissurer. La douleur était toujours là, mais en dessous, une fragile pousse de compréhension commençait à germer. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit » murmura-t-elle. « Pourquoi m'avez-vous laissé croire ?»« Pour vous protéger, dit-il, ses yeux bleus fixés sur les siens. S'ils avaient su que vous étiez dans le coup, ils s'en seraient pris à vous. Ils auraient trouvé un moyen de vous faire du mal pour m'atteindre. Je ne pouvais pas risquer ça. J'aurais préféré perdre toute l'entreprise plutôt que de vous mettre en danger. Alors j'ai choisi de vous faire du mal moi-même, d'une manière que je priais de pouvoir un jour réparer. » Il tendit la main sur la table, sa main planant au-dessus de la sienne, n'osant pas la toucher sans sa permission. Ces 6 années n'étaient pas une transaction, Élise. Ce n'était pas un travail. Vous ne vous êtes pas contenté de prendre soin de moi. Vous m'avez sauvé. Pas mon corps, mais mon âme. Vous êtes entré dans mon enfer et vous êtes resté, non par pitié, mais avec une force que je n'ai jamais connue. Vous m'avez montré ce qu'était à nouveau la décence. Des larmes coulaient maintenant sur leurs 2 visages. Ce que je vous ai fait ce soir, c'est impardonnable, dit-il. Et je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit. Mais je dois essayer. Il poussa un jeu de clés et un épais document juridique sur la table. Ça ne répara rien. Les mots ne répareront rien. Mais peut-être que c'est un début. Elle baissa les yeux. C'était l'acte de propriété de l'immeuble voisin du café, la boutique vacante qu'elle avait montrée avec nostalgie à M. Dubois une centaine de fois. Je l'ai acheté il y a 6 mois, dit doucement Adrien. Quand j'ai réalisé ce que j'allais devoir faire, j'avais besoin de quelque chose à quoi me raccrocher, quelque chose pour prouver qu'il y aurait un après. Il est en rénovation depuis. Il est vide, prêt pour vous, pour votre porte bleue, vos vitrines, pour le pétrin d'Élise. Élise fixa l'acte, son nom imprimé en lettres grasses et officielles, Élise Lefebvre, propriétaire. Elle leva les yeux du papier vers son visage, et elle vit tout, la vérité, le regret, la profondeur profonde et terrifiante de ses sentiments. Il ne lui avait pas seulement fait un cadeau. Il avait écouté ses rêves quand elle pensait que personne ne le faisait, et il les avait gardés pour elle, quand elle les avait abandonnés. Les larmes qui vinrent alors n'étaient pas de douleur ou de trahison. C'étaient des larmes de soulagement écrasant et cathartique. Les morceaux brisés de son cœur n'étaient pas seulement en train d'être réparés. Ils étaient en train d'être forgés en quelque chose de plus fort, de plus beau. Il n'avait pas seulement remarché. Il avait traversé le feu pour lui ouvrir un chemin, pour eux. Et dans ce café calme et humble, entouré de l'odeur de vieux café et de nouveaux commencements, Élise Lefebvre prit enfin sa main. Au final, le plus grand acte d'Adrien de la Roche ne fut pas de reprendre son empire d'1 milliard d'euros, mais de reconnaître la valeur inestimable d'un cœur loyal. Élise Lefebvre avait donné 6 ans de sa vie à un homme brisé, affrontant ses ténèbres avec une lumière qu'il croyait éteinte pour toujours. La trahison qu'elle a endurée était un pari calculé et douloureux dans une guerre qu'elle ne savait pas qu'il menait. Mais son geste final, non pas de charité, mais d'amour profond et attentif, a prouvé qu'il avait appris la leçon la plus importante de toutes, que la vraie richesse n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on ferait n'importe quoi pour protéger. Leur histoire est un puissant rappel que dans un monde de tours de verre et de transactions froides, les liens les plus profonds se construisent sur la gentillesse simple, la loyauté inébranlable et le courage de se battre pour un rêve partagé. La nouvelle pâtisserie, avec sa porte d'un bleu éclatant, devint rapidement le joyau du quartier. Élise y travaillait avec une joie qu'elle n'avait jamais connue, ses mains, autrefois calleuses par le labeur, créant désormais de la beauté et de la douceur. Adrien était son client le plus fidèle, s'asseyant chaque après-midi à une petite table près de la fenêtre, non plus comme le PDG redoutable de la tour de la Roche visible au loin, mais simplement comme un homme savourant un café et un financier, le regard fixé sur la femme qui lui avait tout appris sur la force. Leur guérison était un processus, tout comme la marche d'Adrien, fait de petits pas, de confiance reconstruite et de silence confortable revenu. Ils avaient tous deux traversé leurs propres enfers, mais ils en étaient sortis ensemble,
dans la lumière chaude et parfumée d'une petite pâtisserie où les miracles n'étaient pas des événements spectaculaires, mais des gestes quotidiens de soin, de pardon et d'amour. Et dans ce petit coin de Paris, ils ont bâti un empire bien plus précieux que celui fait de verre et d'acier, un empire de seconde chance. La réputation de Le Pétrin d'Élise grandit bien au-delà du quartier. Des critiques gastronomiques écrivirent des articles élogieux, non seulement sur la perfection de ses croissants feuilletés ou la subtilité de ses tartes aux fruits, mais aussi sur l'âme du lieu. Ils parlaient de la chaleur qui émanait des murs, du sourire authentique de la propriétaire, et de la présence tranquille de l'homme élégant à la canne d'ébène qui semblait être le gardien silencieux de ce havre de paix. Élise n'avait jamais cherché la gloire, mais elle accepta le succès avec grâce, embauchant des jeunes du quartier, leur transmettant la passion que sa mère lui avait inculquée. Elle devint un pilier de la communauté, organisant des ateliers de pâtisserie pour les enfants et offrant les invendus du jour à un refuge local. Adrien, de son côté, avait radicalement changé sa façon de diriger son entreprise. Inspiré par l'intégrité et la compassion d'Élise, il lança une fondation caritative financée par les entreprises de La Roche, dédiée à aider les victimes d'accidents et à financer la recherche sur les lésions de la moelle épinière. Il quitta le Pantouz opulent de la tour de La Roche, le trouvant trop rempli de fantômes et de solitude. Ils achetèrent ensemble une maison de ville avec un petit jardin à l'arrière, un endroit où le silence n'était pas un vide, mais une paix partagée. Le jardin devint le projet d'Adrien. Il y passait des heures, apprenant patiemment à s'agenouiller, à planter, à nourrir la terre. C'était une autre forme de thérapie, une façon de cultiver la vie de ses propres mains. Pour Élise, le voir là, parmi les roses et les herbes aromatiques, était la preuve ultime de sa transformation. L'homme qui avait été piégé derrière une vitre, regardant le monde de haut, avait maintenant les mains dans la terre, connecté à la vie de la manière la plus fondamentale qui soit. Leur histoire d'amour n'était pas un conte de fées passionnées, mais une lente et profonde construction, brique par brique, comme les murs de leur maison. C'était une histoire de respect mutuel, de soutien indéfectible et d'une compréhension née de la souffrance partagée. Le souvenir de la trahison ne disparut jamais complètement, mais il se transforma. Ce n'était plus une blessure ouverte, mais une cicatrice, un rappel de la fragilité de la confiance et de la force nécessaire pour la reconstruire. C'était un témoignage de la complexité de l'amour et du pardon. Un soir, assis dans leur jardin alors que le soleil se couchait sur Paris, Élise posa sa tête sur l'épaule d'Adrien. « Parfois, je repense à ce premier jour, murmura-t-elle. Au livre que vous avez jeté. » Il sourit, un vrai sourire qui atteignait ses yeux. « J'étais un imbécile. J'essayais de vous faire fuir. »« Et pourquoi ne l'ai-je pas fait ?» demanda-t-elle, plus à elle-même qu'à lui. Il prit sa main, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. « Parce que même à travers toute ma rage, vous avez vu quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Et vous aviez raison. Ce n'était pas moi. C'était nous. » Et dans cette simple vérité, ils trouvèrent leur fin heureuse, non pas une fin, mais un commencement continu, un jour à la fois, une fournée de madeleine à la fois, dans la vie qu'ils avaient courageusement choisi de bâtir ensemble.